Enfin, je vais le faire brutalement. Hein. Voilà. On a chez nous une revue à l'intérieur de notre centre de recherche au CNAM qui s'appelle Politique des drogues, où cohabitent alors à peu près tous les points de vue. Les répressifs comme moi, c'est-à-dire le problème n'est pas la libéralisation mais la désaddiction. Hein. La désaddiction, c'est une mesure visant à s'en sortir. Ce n'est pas une mesure en disant allez-y, youpi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui dit c'est pas un sujet pénal, c'est un sujet médical. Mais l'injonction fait partie des moyens médicaux. On peut vous donner des injonctions à des tas de choses. Vous vaccinez, par exemple, pour prendre un exemple pas si lointain. Donc, l'injonction comme un élément de politique médicale, élément structurant d'une politique de réponse au fléau de la consommation et, par ailleurs, de réponse au réseau et au trafic, dans cet ordre-là, pas l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est une réponse à ça, et on pourrait faire un bilan. D'ailleurs, le Sénat a tous les moyens de faire un bilan des expériences menées pour les politiques de désaddiction, avec tout ce qui a été utile et tout ce qui était totalement farfelu, parce qu'il y a eu des choses très farfelues, vous avez raison, hein, mais c'était valable aussi pour toute une série de mesures des années 70. Mais justement, le bilan s'est fait pour faire le tri entre ce qui était utile, ce qui aurait pu marcher, ce qui aurait pu être généralisé, ce qui aurait pu être modulé, ce qui aurait pu être proposé, et puis ce qui n'avait aucun sens et qui s'est terminé comme... voilà. C'est comme les politiques de santé publique en matière de psychiatrie. L'idée de fermer les centres fermés pour dire qu'on allait tout régler en milieu ouvert a amené le désastre de la psychiatrie nationale. Les psychiatres ayant eux-mêmes participé à leur propre auto-extinction. Mais ils en sont revenus. Donc on peut avancer en faisant le bilan qui est neutre de ce qui a été fait. Deuxièmement, il y a une série de propositions et de dispositifs qui peuvent parfaitement fonctionner sur la base de ce qui a été bien fait et qui avait donné des résultats, et à Marmottan et ailleurs, puisqu'il y a eu des bilans régionaux, locaux, de subventions publiques. Il y a quelques années, mon collègue Sébastien Rocher a été financé par une mutuelle pour faire des enquêtes d'auto-incrimination où les auteurs d'actes de délinquants expliquaient pourquoi ils le faisaient. Ce n'est pas inintéressant de demander aux gens pourquoi ils décident de devenir des délinquants ou des criminels, notamment des gens qui étaient dans le trafic de stupes. Enfin, pour ce qui est de la réponse pénale, alors elle n'est pas liée aux trafiquants de stupéfiants en tant que telle. Elle dit simplement que dans mon dispositif de 70 sur 100 primo, 30 secondo et 5 hyper productifs, le moment où on décide de casser le rythme de la carrière criminelle, du glissement vieillesse technicité criminelle, de la progression criminelle, c'est le moment où on la casse le plus vite possible, le plus rapidement possible et de la manière la plus rapide possible. Et ce n'est pas avec un bracelet, ce n'est pas avec un isolement, un moment où justement on n'a plus de téléphone, bref, un moment où tout d'un coup on est face à soi-même, il y a un accompagnement qui dit il va falloir s'arrêter tout de suite parce que voilà. Et ça ne va marcher que dans 70% des cas, pas 100%. Et ensuite, ça remarchera dans 30%, plus ou moins vite. Et à la fin, il restera les 5% sur lesquels on peut mobiliser massivement les forces de répression pénale pour isoler 50% de l'activité criminelle pour 5% des auteurs.